effet, une des demandes les plus fréquentes que nous avons dans les cabinets de psychothérapie, c'est le traitement de ce qu'on appelle les addictions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une addiction? Une addiction, en fait, c'est un vieux mot anglais qui signifie être endetté. Et dans le fait d'être endetté, cela veut dire également qu'on ne peut pas faire quelque chose puisque nous avons des dettes. Alors, dans le rapport psychologique, être endetté, avoir des dettes, signifie qu'il y a une demande, la plupart du temps donc, qui vient du milieu de notre éducation, de la société qui nous entoure, qui est tellement importante vis-à-vis de nous que nous n'allons pas pouvoir l'assumer. Et comme nous avons malheureusement appris à ne pas savoir dire non, eh bien nous allons réfréner donc, nos pulsions pour pouvoir laisser la porte ouverte à ce qu'on va appeler une addiction, c'est-à-dire une habitude qui va devenir dangereuse pour notre santé, pour notre vie, pour notre quotidien, que nous n'allons pas pouvoir réfréner, qui sera identifié comme étant au départ un besoin naturel, quasiment insignifiant, et qui va prendre tout l'espace. Pour vous donner un aperçu peut-être un peu plus concret, je vais aborder l'addiction alimentaire, ce qu'on appelle la compulsion alimentaire. Imaginez une compulsion alimentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va, lorsqu'elle n'a pas forcément faim, généralement en fin de soirée ou quand elle rentre chez elle, vouloir dévorer tout ce qu'elle va trouver. Ça peut être un paquet de bonbons, un paquet de gâteaux, du saucisson, enfin, peu importe ce qu'elle va trouver. Elle ne va pas faire de choix, en fait. Elle va véritablement se défouler pendant quelques instants. Pendant quelques instants, il va y avoir une sorte d'oubli de soi-même qui va être ensuite remplacé par une forme de culpabilité et qui va donner naissance, après la culpabilité donc, à une frustration. Et voilà le cœur du problème. La frustration va donner naissance au système addictif et compulsif. Si on prend le cas donc de cette compulsion alimentaire, elle est inscrite, je dirais, presque en France dans nos gènes. Imaginez quelque chose de tout à fait classique, traditionnel. Un enfant de 4, 5 ou 6 ans rentre chez lui et il lui est arrivé une chose dramatique. Il a perdu un stylo qu'une personne chère lui avait offert et il est inconsolable. Alors là, son père, sa mère, la personne qui va l'éduquer, la grand-mère, le grand-père, va essayer bien évidemment de faire comprendre au petit garçon ou à la petite fille que ça n'est pas très grave. Et puis au bout d'un certain moment, le petit garçon et la petite fille inconsolables, il va falloir lui trouver une solution. Et que va faire le parent à ce moment-là ou l'éducateur? Eh bien, il va défocaliser l'attention de l'enfant et la plupart du temps, va défocaliser l'attention de l'enfant sur de la nourriture. Est-ce que tu veux une crêpe? Est-ce que tu veux un bonbon? Est-ce que tu veux faire avec moi quelque chose? Voilà, faire un gâteau, etc., etc. L'enfant, évidemment, va être sidéré. C'est-à-dire que son cerveau, symboliquement, va arrêter de fonctionner pendant quelques millisecondes parce que la réponse à un stylo perdu dans la tête de l'enfant n'a jamais pu être de l'alimentation. Et pourtant, c'est ce qui va se passer à ce moment-là. Et puis, bien sûr, le parent faisant, le gâteau étant ce qu'il est, le bonbon étant ce qu'il est, eh bien l'enfant va trouver en effet que le goûter est bon et que finalement, le stylo, eh bien c'est moins grave. Alors on pourrait dire, bien sûr, ça peut s'arrêter en effet dans le cerveau de cet enfant de 4 ou 5 ans. Et non. Les spécialistes nous le disent à chaque fois, c'est entre 0 et 7 ans que va se construire tout le système psychique. C'est donc là que l'ancrage va être le plus important. Alors on y voit un peu plus clair en effet. On a parlé beaucoup de la compulsion alimentaire. Il y a bien évidemment d'autres systèmes addictifs, le tabac, le cannabis, l'alcool, le jeu, le sexe, il y en a 1000. Le comportement est à la base le même, hein, c'est-à-dire qu'on va échapper à une forme de réalité qu'on pense, entre guillemets, insoutenable au départ, et qui l'est pour nous par rapport à une histoire de vie. Et puis on va partir dans des systèmes. Alors avec la cigarette, bon, le système est bien connu maintenant, hein. On va commencer à fumer soit par exemple pour ressembler à quelqu'un, c'est-à-dire se libérer, devenir un petit peu plus rebelle, prendre une identité, soit on va faire partie d'un groupe et à partir du moment on va prendre une cigarette, on va bien évidemment penser qu'on va pouvoir s'en défaire le plus rapidement possible. C'est ce qu'on dit quand on est adolescent. Moi-même je l'ai dit, j'ai fumé presque 28 ans et j'ai dit bien sûr j'arrêterai quand je veux. Le problème c'est que la difficulté de vivre avec la cigarette ne va pas apparaître tout de suite, elle apparaîtra peut-être une dizaine d'années plus tard. Ce qui fait que lorsqu'on veut arrêter de fumer, bien évidemment, les produits à l'intérieur, plus la nicotine, vont générer un handicap difficile, un cap difficile à passer, parce qu'on va
être complètement aliénés à des habitudes qu'on va croire uniquement dues à la cigarette, alors qu'en fait, ils sont illusoires, générés par la drogue dure que constituent aujourd'hui les produits plus la nicotine, que l'Organisation mondiale de la santé apparente donc à de la cocaïne. Donc l'illusion est forte parce que le produit est dur. Mais le mécanisme de départ est le même. On va oublier quelque chose. Ensuite, si on a envie d'arrêter, on va être extrêmement culpabilisé d'avoir continué de fumer. Et puis en voulant arrêter, on va créer des frustrations et on va continuer à abreuver tout cela. L'alcool va partir également d'une problématique similaire. Et en même temps, il va y avoir des notions peut-être un peu plus difficiles qui vont toucher l'intime. Il y a un sentiment plus dur qui s'appelle le sentiment de honte et d'humiliation quand on boit. Et il est difficile d'appréhender en effet une réalité, c'est qu'on va mentir aussi. Donc on va essayer de dépasser non seulement le système de l'addiction, mais en plus on va changer de comportement. Vous avez bien compris que à la fois l'addiction, c'est une drogue entre guillemets, et en même temps ça va nous amener à un comportement qu'on ne veut plus avoir à un moment. Mais bien sûr, l'addiction étant forte, le comportement va être difficile à changer. Alors, et pourtant il y a des solutions. Bon, il se trouve que je suis aussi hypnothérapeute. Il est évident qu'on va utiliser l'hypnothérapie lorsqu'on va proposer donc une reprogrammation avec le sujet. Et on va avoir des résultats qui sont assez aujourd'hui convaincants dans les domaines de l'addiction. D'ailleurs, l'hypnothérapie est devenue assez célèbre dans le domaine médical pour justement cet accompagnement-là. On ne va pas faire le tour dans ces quelques minutes de tout ce qui peut être, on va dire, à la fois la composante de l'addiction et de ses solutions, mais on va travailler sur quelque chose qui va revenir souvent. C'est l'affirmation du soi. L'affirmation du soi parce qu'au départ, n'oublions pas, l'addiction, c'est la disparition du soi. Je ne peux pas exister en tant que soi. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose de moi, il faut impérativement que je puisse y arriver, et si toutefois je ne peux pas y arriver, je ne vais pas imposer ce que je pense ou ce que je suis. Je vais fuir, et cette fuite, c'est l'addiction qui va remplir le vide. Alors, on va travailler sur l'estime de soi, on va travailler sur l'affirmation du soi, on va apprendre à dire non, chose essentielle lorsque nous sommes dans le système addictif. Apprendre à dire non, c'est ne plus se justifier, c'est s'affirmer, c'est accepter la réaction de l'autre, c'est-à-dire si je dis non, je sais pertinemment que l'autre ne sera pas content. Alors dans les thérapies comportementales, on va permettre à la personne qui veut se sortir de l'addiction d'accepter de dire non, d'accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec lui, d'accepter parfois que même ses proches qui aimeraient que la personne sorte de l'addiction, n'aient pas envie de changer elle non plus de comportement, ce qui pourrait l'aider en revanche si elle le faisait. Donc on va travailler sur tous ces changements de comportement parce que l'addiction, ce n'est pas une fatalité. Même si certains spécialistes, et ils ont bien évidemment raison, ont, par leur biais de recherche, découvert qu'il y avait dans l'ADN des traces, on va dire, de transmission, si je puis dire, symbolique de ce que peut être l'addiction. Ce n'est pas une fatalité et on peut s'en sortir. Aujourd'hui, dans les cabinets de psychothérapie, dans les hôpitaux, dans les centres spécialisés, des milliers de personnes peuvent se sortir d'addiction avec un accompagnement. Donc la bonne nouvelle, c'est que même si ça nous touche dès l'enfance, l'adulte que nous devenons, ou le jeune adulte parfois que nous devenons, a la capacité de s'en sortir. Voilà, merci. J'espère que ces quelques minutes ont pu vous éclairer un peu. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de précision exhaustive sur ce qu'est l'ensemble du traitement de l'addiction, ni de son accompagnement et encore moins de sa composante. C'est une lumière, et c'est une lumière au gré, je dirais, de ma propre expérience de thérapeute. Merci encore.